Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est l'épisode 5 du Salon de thé et aujourd'hui nous accueillons l'excellent, le merveilleux, le drôle et intelligent Pierre Kerner. J'adore faire ce truc, je pense que je vais le faire chaque fois maintenant pour montrer les gens sur l'écran d'à côté. Je vais me faire une grosse flèche rouge. Ouais. Tic tic. Écoute, ça me fait bien d'être considéré comme un nuage d'un bulletin météo. Je fais très bien le nuage. Nous aurons un Pierre Où Kerner sur la je suis le côte est. soleil avec cette auréole phylogénétique. Exactement. Je suis le soleil qui va peut-être arriver en France un de ces quatre. En tout cas pas pour le 1er mai, mais voilà. C'est pas grave. Eh bien, c'est une bonne transition ça. Julien EVD dit bonjour, je suis new. Quel est le concept? Incroyable. Ça c'est une excellente question. Bonjour Julien. Julien ou Julienne? Non, c'est Julien. Oui. Le concept du salon de thé, c'est que j'invite une fois ou 2 fois par semaine, normalement 2 fois par semaine, les lundis et vendredis à 11h, un membre du Café des Sciences, sur la chaîne duquel tu te trouves actuellement, et je discute avec eux soit de sciences, soit de la façon dont on communique autour des sciences. Et c'est exactement le thème qu'on va avoir aujourd'hui avec Pierre, puisqu'on va parler de la relation entre les communicateurs scientifiques et les institutions, et la façon dont on peut créer un relais entre les scientifiques et le grand public par ce biais-là. Voilà. Cher Cumulus, je vous propose qu'on commence avec votre présentation. Alors moi je suis un Mamatus, mais bon, c'est pas... Ah, tu es un c'est pas Mamatus? Ah, c'est bien les Mamatus. Ouais. La tempête arrive. Tout à fait. Donc tu es maître de conférence en génétique évolutive du développement, C'est ça. mais c'est clairement pas tout. Est-ce que tu peux nous faire un éventail de toutes tes activités que je sais pas comment tu arrives à tout faire? En effet. Alors, déjà, maître de conférence en biologie, en génétique évolutive du développement, ça comprend déjà 2 activités principales. La première, et pour moi la principale, c'est l'enseignement, c'est-à-dire que je suis à l'université et que j'enseigne à des étudiants à partir de première année de licence sur la dernière année de master. Et j'enseigne diverses disciplines, la biologie génétique, le développement, la zoologie, l'écologie, les vodévos, etc., etc. Donc j'ai plein de disciplines que j'enseigne, certaines que j'ai découvert au moment où j'ai pris mon poste d'enseignant, mais sinon, la plupart parce que j'avais réalisé ma thèse sur le sujet, notamment l'évo-dévo, c'est-à-dire l'évolution du développement, et pour être encore plus précis, la génétique évolutive du développement. D'accord. Donc ça, c'est la première activité. Et il y a aussi la recherche. Et donc, après avoir passé un doctorat en génétique évolutive du développement, j'ai réalisé un stage de postdoc. Alors, c'est la première activité de recherche rémunérée que peut faire un chercheur en devenir après son doctorat. J'ai passé ce postdoc à New York, dans lequel j'ai passé 2 ans à travailler sur, encore une fois, l'évo-dévo, mais sur une autre espèce que celle que j'avais exploitée pendant ma thèse. Et je suis revenu après ces 2 ans pour candidater pour un poste de maître de conférence, un concours qui est ouvert par la fonction publique, ouvert par des universités. Et je suis revenu dans mon laboratoire de thèse, et notamment l'équipe enseignante que j'avais intégrée pendant mon doctorat, puisque j'ai fait aussi des heures de vacation d'enseignement qui m'avaient donné le goût à la tâche. Et donc, mon activité de recherche, elle prolonge un tout petit peu ce que j'ai fait pendant mon doctorat, c'est-à-dire que je travaille sur un ver marin, un annélide qui s'appelle Platineris dumerelli, et j'essaye de comprendre, alors pendant ma thèse, j'essaie de comprendre comment l'étude de son système nerveux peut nous renseigner sur l'évolution du système nerveux de tous les animaux. Mais l'équipe que j'ai intégrée a commencé un tout petit peu à bifurquer sur ces thématiques, et aujourd'hui je m'intéresse sur les cellules souches et la régénération. Et comment, je tiens à remarquer qu'il y a 42 personnes, ça fait très plaisir, qui suivent ce live. 42 pile poil, ni plus ni moins. Oui. Donc, bon, on peut viser 420, hein, ça me dérange pas non plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, et donc... Voilà, et donc maintenant je travaille sur les cellules souches et la régénération, parce que ce ver, quand tu lui coupes la queue, la partie postérieure régénère, et ça implique, on pense, des cellules comme des cellules souches adultes, qui lui permettent de régénérer ces structures. Et donc j'essaie de comprendre à travers l'étude de ces cellules et de ces propriétés régénératrices chez l'annélide, comment cette propriété a évolué chez tous les animaux. D'accord. Enfin, chez les animaux qui sont capables de régénérer. Tu fais voilà. ça à Donc ça, c'est Jacques Monod, si je ne me trompe pas, du coup. Exactement. L'Institut Jacques Monod, c'est ce qu'on appelle une UMR,
une unité mixte de recherche, c'est-à-dire que c'est un institut dont le personnel, en fait, vient de plusieurs tutelles. Et en l'occurrence, les deux tutelles majoritaires de l'Institut Jacques Monod, c'est le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Donc c'est une entité de l'État français qui chapeaute la recherche scientifique, une partie de la discipline de la recherche scientifique, et aussi l'INSERM et d'autres trucs qui sont plus orientés médicaux, etc. Et de l'autre, l'Université de Paris, ex-Université Paris 7, Denis Diderot, ce qui fait que dans l'Institut Jacques Monod, eh bien, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont affiliés à l'Université de Paris et d'autres chercheurs, mais purs et durs, qui sont plutôt affiliés CNRS. Mais comme c'est une unité mixte de recherche, eh ben, on peut aussi avoir des gens qui viennent de l'INSERM, d'autres qui viennent des muséums, etc. etc. D'accord. Mais ce n'est pas tout. Voilà. Non, non, c'est pas tout, parce que bon, ça c'est pour les activités vraiment mon titre, je suis fonctionnaire, j'ai mon poste d'enseignant-chercheur, et ça c'est censé être l'essentiel de mon activité. Mais durant ma thèse en 2009, donc la dernière année de thèse, celle où on rédige son manuscrit, moi j'avais un gros problème, c'est que j'étais absolument incapable de me focaliser sur mon thème de recherche. Et la rédaction de mon manuscrit. Donc pour pouvoir un tout petit peu m'aérer l'esprit, et puisque je déteste l'activité physique et je pouvais pas me déporter sur du sport ou un truc comme ça, eh ben j'ai décidé de lancer mon blog, un blog au début qui parlait de tout et de rien, mais vraiment de tout et de rien, c'est-à-dire je partageais des vidéos à la con, et donc ce blog s'appelle Strange Stuff and Funky Things, d'où le SSAFT qui apparaît dans le titre de cette vidéo. Eh bien, merci. Voilà à quoi ressemble mon blog, Strange Stuff and Funky Things. Ce blog donc m'a permis au début de juste ventiler un tout petit peu l'esprit. Je parlais de tout et de rien, je partageais des vidéos. Et puis très très rapidement, il y a des choses que je partageais un tout petit peu plus fréquemment. C'était des billets dans lesquels je vulgarisais de la science, parce que ça m'intéresse, j'aime bien vulgariser la science. Et puis après, c'est devenu l'activité principale du blog, surtout après que celui-ci a été accepté au sein de la prestigieuse association du Café des Sciences, qui héberge d'ailleurs ce Twitch. Et du coup, cette activité de vulgarisation scientifique, ça fait 10 ans que ça dure maintenant, hein, presque 11. 10 et 11 ans de vulgarisation scientifique, ce qui fait qu'après le blog, j'ai voulu explorer d'autres types de médias. J'ai exploré la rédaction en livre, c'est-à-dire que j'ai publié des livres. Il y a par exemple mon livre Moi Parasite. Que j'aurais dû sortir, il est dans les cartons. J'aurais dû, voilà. Pas de problème, mais il apparaît de toute façon dans le petit gif animé de mon blog qui paraît, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc Moi Parasite, ça c'était mon tout premier livre. J'avais participé avant à un livre collectif du Café des Sciences qui s'appelle La science à contre-pied. Et puis, ça c'est... c'est super ça, dis donc. Tu es la principale contributrice des ventes du Café des Sciences. J'ai pas encore le paléo, mais... Ouais, donc il y a aussi Retour vers le Paléo et Nature secrète, 2 autres livres que j'ai publiés cette fois-ci en co-auteur. Donc Retour vers le Paléo avec la fantastique Team Paléo, à savoir Jennifer Kerner, aucun lien, fils unique. Non, alors moi je suis pas fils unique, mais elle est fille unique. Il y a Marion Sabourdi, Clotilde Chamussi de la chaîne Passé Sauvage et Aurélie Bordenave. Dans ce livre qui parle en fait de comment nos ancêtres du Paléolithique étaient peut-être beaucoup plus modernes qu'on se l'imagine. Mmh. Et enfin Nature secrète que j'ai coécrit avec Patrick Beau qui prolonge sa série des merveilles secrètes. Donc ça c'est les livres. J'ai tenté aussi de publier des vidéos sur une chaîne affiliée à mon blog, Strange Stuff and Funky Things, et je me suis aperçu très très rapidement que j'étais absolument incapable de monter une vidéo. En tout cas, ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc maintenant, je privilégie les collabs, comme la magnifique dernière collab que j'ai réalisée avec Marie de la boîte à curiosité, que tu vas inviter la semaine prochaine, n'est-ce pas ?
Parfait. Collab parmi lesquels, en fait, j'ai été amené à rencontrer Dr Nozman, avec qui j'ai beaucoup collaboré pour pas mal de projets de vidéos sur sa chaîne, et même une série de vidéos qui s'appelle Les Bestioles et qui est diffusée sur la chaîne télé, cette fois-ci, de Science et Vie TV. D'accord. Voilà. Que je n'ai pas dans mes extraits. En revanche, oui. Attends, je te laisse finir. J'ai failli. Mais non, j'ai failli oublier quand même une activité principale, c'est que j'adore aussi un autre média qui est le podcast, et je suis contributeur fréquent de Podcast Science. Écoutez Podcast Science, le meilleur podcast de science. Vous pouvez trouver les épisodes sur le blog de Pierre. Et il y a également, j'ai vu ça ce matin, une traduction que tu fais d'un podcast qui s'appelle Not Just the Wife, avec Élise Kerner. Élise Kerner, qui cette fois-ci est un lien avec moi, puisque c'est véritablement ma femme. Not Just a Wife, en effet, c'est une traduction d'une chronique assez régulière qui apparaît sur le podcast Genetics Unzipped, le podcast de la société de génétique du Royaume-Uni. Qui est réalisé par Kat Arney, et on réalise les traductions avec Élise pour un tout petit peu nous familiariser avec le médium du podcast, parce que Podcast Science, il faut savoir que c'est en live, donc généralement on arrive avec le dossier, on interagit, etc. C'est un tout petit peu moins produit que ces projets-là, qui sont des petites capsules produites avec des sons, etc., pour pouvoir se familiariser, puisque avec ma femme, on a plusieurs projets de podcast qui, je l'espère, verront le jour bientôt. Ta femme qui a une douce et magnifique voix, d'ailleurs. Merci, c'est très gentil. Le Café des Sciences, c'est-à-dire Dounia, proteste en disant qu'il y a aussi d'autres podcasts sciences, nécessairement moins bien que Podcast Science, comme le Labo des Savoirs. Je ne sais pas si on va être kick si je dis ça. Je ne suis pas responsable de tes propos, hein, vous vous débrouillez. Très bien. Et ben, c'est déjà pas mal, je pense. Ça fait déjà pas mal de choses. Alors il faut souligner que c'est pas les seules activités de communication scientifique que tu fais, puisque tu collabores aussi, si je ne me trompe pas, avec Patrick Laurenti sur la culture biologique numérique. Ouais, mais là, ça faisait partie un petit peu plus de ce que tu disais, c'est comment on fait le lien entre institution et la communication scientifique, donc je me réservais le sujet pour un peu plus tard, mais en effet, c'était le moment de transition. Avec Parfait, bravo, triple Axel transition, je te félicite. Excellemment bien mené. Par contre, ton pas de ta chaise, attention. Donc, que disais-je Oui, donc, il s'avère qu'en tant qu'enseignant et en tant que chercheur, j'ai d'autres manières de communiquer, mais cette fois-ci qui sont plus en lien avec les institutions, les tutelles dont je fais partie, notamment par exemple l'Université de Paris. Donc, avec Patrick Laurenti, donc, qui est un collègue enseignant-chercheur de renom, qui a d'ailleurs contribué de temps en temps sur Strange Stuff and Funky Things. Il s'avère que quand j'ai pris mon poste, avec lui, on a discuté un tout petit peu de ce à quoi pourrait ressembler un enseignement de la vulgarisation scientifique à nos étudiants, partant du constat, en fait, que moi, je suis arrivé dans l'enseignement, et l'essentiel des enseignements que j'ai pris avait des sources soit dans mon activité de recherche, ce qui est normal, soit dans mon activité de vulgarisation, ce qui l'est un tout petit peu moins. C'est-à-dire que les sujets que j'arrivais à vulgariser sur mon blog devenaient très très souvent des enseignements, et vice-versa. Des enseignements que je faisais étaient très très rapidement convertis en billets de blog. Et pourquoi cette activité elle est essentielle pour moi en tant qu'enseignant ? Tout simplement parce que transmettre du savoir, pour moi, c'est l'activité par excellence pour pouvoir acquérir du savoir. En gros, si vous transmettez du savoir, vous avez les clés pour pouvoir vraiment acquérir ce savoir et le fermenter dans votre cerveau pour qu'il reste de manière tenace. C'est pour ça que j'adore ce métier de journaliste scientifique d'ailleurs. J'ai choisi ce métier parce que transmettre du savoir, ça permet d'apprendre continuellement et comme tu dis, de cimenter ce savoir. Il faut dire que l'activité la plus sympa qui est au monde, c'est celle d'être étudiante. Hein. Si on pouvait être payé pour être étudiant, ce serait génial. C'est un peu le cas quand on est journaliste scientifique, comme Exactement. Tu dis, ou enseignant-chercheur. Exactement.
J'ai mis longtemps à me rendre compte, mais une fois que je me suis rendu compte, je me suis accrochée. C'était trop bien. Et du coup, comment tu définirais cette... T'as vu, petite transition et tout. Et là, du coup, comment est-ce que tu définirais ton action de communicateur scientifique au sein de l'institution à laquelle tu travailles? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait de façon indépendante, ou est-ce que tu as quand même reçu un soutien? Comment ça se passe dans ta relation avec l'institution? Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très 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 important pour que ce soit mon activité d'enseignant ou mon activité de chercheur, c'est que rien ne se fait si c'est pas l'enseignant ou le chercheur qui propose. Il y a très 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 peu d'initiatives qui sont prises par les enseignants. Donc par exemple, pour l'enseignement de la vulgarisation, c'est pas l'institut c'est pas l'université de Paris, ex-université Paris Diderot, qui est venue vers moi pour me dire « Eh, dis donc, tu fais de la vulgarisation, est-ce que tu ferais pas un enseignement de vulgarisation ?» Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que la première année où j'ai fait mon enseignement, j'ai commencé à dire à un petit peu tout le monde « Eh, dis donc, vous savez que j'ai un blog, etc. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je suis en train de me regarder sur Twitch et je m'aperçois à quel point les gestes barrières, j'en ai plus rien à foutre. Je me touche le visage tout le temps, quoi. » J'ai vraiment, vraiment bien conscience de ça. Désolé. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais. Ce qu'il faut en fait, c'est proposer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé à plein de collègues enseignants et ensuite à des conseils d'enseignement de créer des nouveaux unités d'enseignement à partir de rien. Là, par exemple, c'était le fameux enseignement culture biologique numérique qui proposait comme une UE libre, c'est-à-dire une unité d'enseignement optionnelle, de proposer aux étudiants d'enseigner les rudiments de la vulgarisation. Donc ça, c'est parti de rien. Par contre, très très rapidement, quand on me propose quelque chose, en tout cas dans l'université à laquelle j'appartiens, j'ai obtenu des soutiens. D'accord. Alors ces soutiens, c'est pas spontané, encore une fois. C'est des opportunités. En l'occurrence, lors de la création de l'unité d'enseignement, il faut faire une proposition, il faut chercher des soutiens parmi les autres collègues pour dire oui, cet enseignement nécessite d'être mis en place. Pour une unité optionnelle, généralement, c'est pas trop problématique. Mais ensuite, il y a d'autres types de soutiens que j'ai reçus pour pouvoir mettre en place cet enseignement de la vulgarisation, comme par exemple, on a bénéficié la première année d'une décharge pour créer l'enseignement, une décharge d'enseignement, c'est-à-dire qu'en gros, normalement, un enseignant-chercheur, ça fait 192 heures d'enseignement, et là, j'en avais pratiquement moitié moins pour pouvoir me focaliser sur la mise en place de cet enseignement. C'est une décharge qu'on appelle un CRCT. Alors, je ne me souviens plus très très bien, mais en gros, c'est une décharge de temps à laquelle on postule en faisant un dossier. On a bénéficié aussi de prix de l'innovation pédagogique numérique qui était mis en place dans l'université. Pareil, il fallait postuler, c'était un concours pour pouvoir avoir gagné une reconnaissance et un tout petit peu d'argent pour fournir du matériel permettant de faire la vulgarisation aux étudiants, c'est-à-dire une caméra, des ordinateurs pour faire le montage, etc. Donc ça, on a fait. Et on a même tenté d'obtenir une reconnaissance, cette fois-ci au niveau national, en postulant pour des projets d'innovation pédagogique à l'échelle nationale. Mais là, par contre, on s'est fait complètement rebooter parce que les gens disaient « Ah oui, c'est un petit peu classique, tout le monde fait des blogs. » J'étais là « Ouais, non, en fait, mais bon. » Bref, voilà. C'est fort dommage. Venez, on va militer. Non, écoute, c'est normal. Je pense qu'il y a plein d'universités qui proposent leurs projets. Il y en a qui sont assez incroyables. Mais voilà. Et donc, l'université a vraiment soutenu, mais encore une fois, c'est pas l'université spontanément qui va soutenir. C'est véritablement en faisant des propositions que l'institution se met derrière et apporte un soutien, que ce soit un soutien matériel, un soutien logistique, etc. Mais on a une première ouverture qui est l'ouverture du coup à la communication scientifique, à la vulgarisation, ce qui est déjà très important. Puisque moi j'ai fait des recherches rapidement, là je me suis dit, bon, je vais taper communicateur scientifique, institution. J'ai les 5 premiers sites qui tombent, c'est le Canada, parce qu'ils sont toujours en avance sur nous, enfin Québec. Et les 3 articles suivants qui sortent en français, c'est
pourquoi la science n'est pas ouverte à l'interprétation, il faut faire confiance aux scientifiques pour transmettre l'information, etc. Donc il y a une grosse méfiance, j'ai l'impression, vis-à-vis de la vulgarisation scientifique, qui dans certains cas est justifiée. Hein. On a bel et bien des personnes qui ont tendance à s'approprier le propos et à le déformer d'une manière dangereuse, mais clairement on a des ressources exceptionnelles, et on en parlait avec Léa lundi, chez les communicateurs scientifiques qui sont capables de faire ce pont que les scientifiques ne sont pas forcément formés, en tout cas, à créer, entre la recherche et le grand public. Donc le fait qu'il y ait une ouverture de l'Institut, je trouve que c'est déjà une étape énorme. Maintenant, est-ce que tu penses que c'est inhérent au fait que tu appartenais déjà à la structure et que quelqu'un qui ferait cette proposition à l'extérieur serait aussi bien reçu ? Alors, pour l'enseignement, quoi qu'il arrive, cette idée que la recherche doit être partagée est inhérente à une université du côté enseignant. Donc ça, j'avais absolument aucun doute que des enseignants allaient soutenir ça. Par contre, la surprise est venue plus tardivement du soutien que j'ai obtenu des institutions, cette fois-ci du côté recherche pure, pour faire de la communication. Moi, je ne sais pas exactement ce qui a amené à obtenir ce soutien de la part des institutions. J'ai des hypothèses que je vais vous soumettre maintenant. Mais c'est pas nécessairement l'interprétation la plus rigoureuse qu'on peut avoir de ce qui s'est passé pour que de plus en plus d'institutions soutiennent la vulgarisation scientifique. Comme tu le dis, de manière générale, c'est vrai, en France en particulier, les chercheurs n'ont pas tendance à partager l'enthousiasme qu'il y a autour de la recherche et leur recherche en train de se faire. C'est quelque chose de très 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 difficile à faire admettre à des vieux de la vieille en recherche scientifique. Donc ça existe, c'est le décor. Cependant, au fur et à mesure où la recherche est devenue de moins en moins financée, on a vu quelque chose apparaître dans les demandes de financement. C'est mon interprétation, encore une fois. Hein. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc, on a vu apparaître quelque chose dans les financements qui était de demander, peut-être en se calquant avec les méthodes de faire anglo-saxonnes ou du Canada, comme tu le disais, on a vu apparaître des volets pour ces demandes de financement qui sont devenues de plus en plus fréquentes. Hein, c'est ça qu'il faut garder en tête. Parmi ces demandes de financement, il y avait des volets pour demander quelle était l'activité de vulgarisation de telle ou telle équipe. D'accord. Et ça, c'est la première fois où, dans mon équipe de recherche, mon chef d'équipe, qui est un professeur, hein, donc, qui fait partie du monde des enseignants-chercheurs, donc qui aime bien aussi transmettre le savoir, mais c'est la première fois où il m'avait demandé Pierre, est-ce que tu peux accepter que dans cette demande de financement pour l'ANR, on mette certaines de tes activités de vulgarisation scientifique ? Jamais avant on avait parlé de ça, c'est-à-dire ça faisait peut-être une dizaine ça faisait 5 ou 6 ans que moi j'avais mon activité de vulgarisation et on n'en avait jamais parlé de face à face avec mon chef d'équipe. Et donc je pense qu'il y a eu une sorte de pression qui s'est mise en place d'un point de vue cette fois-ci des sources de financement qui ont fait remarquer aux chefs d'équipe que s'ils n'avaient pas une activité de vulgarisation, eh bien, ils risquaient potentiellement de se voir pas financer leur recherche. Le point Genius dit qu'on perd une moitié de pierre de temps en temps, mais je pense que c'est parce que je recule trop abruptement, c'est ça ? C'est dans le décor ? Je suis pas sûre, j'imagine que oui. Ouais, c'est pas grave. Arrête de pinailler. Donc, oui, tu disais. Donc voilà, à mon avis, c'est ça. La pression qui est arrivée en France pour pouvoir voir apparaître une sorte de lien entre les institutions et la vulgarisation, c'est tout simplement de la thune. Et pourquoi c'est devenu de la thune ? Parce qu'il y a moins d'argent pour faire de la recherche. Ouais. C'est très très triste à dire. Hein. Je ne sais pas si c'est exactement ça. C'est peut-être un petit peu cynique de ma part d'envisager que c'est uniquement une pression financière qui a mené à ça. Mais force est de constater que depuis le moment où dans les ANR ou les demandes de financement, il y a ce volet de vulgarisation, eh ben, je suis fréquemment sollicité, non seulement au niveau de mon équipe, mais aussi de mon niveau de mon institution. D'accord. Donc bon, voyons voir.
Outre cette sollicitation, est-ce que tu sens quand même une reconnaissance de la part de ton équipe pour la qualité du travail qui est produit, pour une capacité de communication qui n'est pas forcément inhérente au milieu de la recherche? Je pense qu'il est assez fréquent que dans mon équipe, mes qualités de rédaction soient remarquées, on va dire. Et donc, généralement, quand dans mon équipe, on a besoin de faire un retour sur la qualité de l'anglais, sur la qualité des tourneurs de phrases, ça existait depuis que j'avais intégré l'équipe, même au cours de mon doctorat. Ce qui est nouveau, c'est que pour pouvoir justifier, encore une fois, ces sources de financement, etc., très très rapidement, dans mon équipe, on s'est dit, et pourquoi pas, on mettrait en place un site web de l'équipe, un compte Twitter de notre équipe. D'ailleurs, si vous voulez suivre le compte Twitter de mon équipe de recherche, c'est STEMDevEvo. Je vérifie juste si je ne me suis pas trompé. Hop, patati. Dans lequel ma chère équipe intégrant l'Institut Jacques Monod est représentée. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début de ce travail de vulgarisation, on va dire de communication de mon équipe, c'était moi qui étais en charge de mettre en place le site web. Normal, j'ai une certaine aisance à utiliser des logiciels comme, des plateformes comme WordPress, etc. Et puis, j'ai mis en place le compte Twitter de mon équipe, voilà. Mais très, 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 très rapidement. Ah oui, non, en fait, on peut partager un compte Twitter d'une équipe avec d'autres personnes. Et j'ai partagé avec le reste des membres d'équipe, et maintenant, c'est eux, principalement, qui ont cette activité d'alimenter le compte Twitter de notre équipe. Donc ça s'est complètement transféré, et par le biais de cette sorte de pression, il y a eu maintenant en fait je n'alimente pratiquement plus le compte Twitter de mon équipe, c'est d'autres membres de l'équipe qui le font. Est-ce qu'il y a eu une formation qui s'est faite ou ça a vraiment été de l'apprentissage sur le terrain, enfin au fil de l'eau? Oui, il y a eu une formation qui a été faite auprès de mon institut, donc très 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 rapidement. Plusieurs membres de l'Institut Jacques Monod qui étaient sur Twitter, ont fait remarquer à la direction, qui a changé très très récemment. C'est peut-être aussi ça qui a fait qu'il y a eu un regain d'intérêt pour Twitter au sein de notre institut. Mais j'ai été contacté par la direction de mon institut pour dire, voilà, ce qui serait bien, c'est que tu fasses une petite formation pour tous les chercheurs qui voudraient, en gros tout le personnel de l'Institut qui voudrait mettre en place un compte Twitter. Alors, je t'avais passé la petite présentation que j'ai fait. Alors, vous allez voir, on est super préparés. Hop, tac, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bam, voilà, bim bam boum, nous voici sur la présentation. En effet. Et donc voilà, Twitter et la communication scientifique, c'est quelque chose que j'ai présenté comme ça à mes retardators, j'écris. Bon, merde. Twitter et la communication scientifique, c'est la fameuse présentation que j'ai montrée à mes collègues. Donc il y avait une salle de conférence classique de l'Institut dans laquelle une cinquantaine de collègues étaient venus pour pouvoir voir ma présentation et dans lequel je faisais les louanges d'avoir un compte Twitter tout en soulignant aussi les problèmes inhérents de la communication sur Twitter. Donc en fait, c'était quelque chose d'assez intéressant, une discussion. J'ai vu, bien entendu, à cette occasion-là, une vraie réticence de certains des collègues à utiliser Twitter, qui était totalement justifiée, mais aussi un vrai soutien et un vrai intérêt par d'autres membres du personnel. Donc c'était quelque chose de mitigé, mais qui maintenant a porté ses fruits, parce que très très rapidement, j'ai montré quelques petits rudiments d'utiliser Twitter pour pouvoir promouvoir la vulgarisation, promouvoir la recherche scientifique à travers une activité de communication, et j'ai l'impression que ça a plus ou moins fonctionné. D'autre part, il y avait déjà
déjà à l'intérieur de mon institut un vivier de communicants sur Twitter et qui permettait un tout petit peu de soutenir justement mon propos, parce que c'était pas nécessairement moi, le petit enseignant-chercheur avec une activité de recherche assez réduite, qui faisait ça, mais plein de chercheurs, dont des chercheurs prestigieux au sein de l'Institut, qui avaient leur compte Twitter et qui montraient que c'était évidemment une très très bonne idée de communiquer la recherche pour que le plus grand monde, et pas seulement les quelques collègues qui lisent l'article scientifique, se mettent à communiquer. Je me permets de souligner que pour ceux que ça intéresse, on aura un live le 11 avec Tania Louis sur la façon dont on peut se renseigner sur Twitter et comment éviter justement ces écueils qui sont inhérents à la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, je me permets de souligner ça. Ça, c'est un des écueils, mais ce qui est marrant, c'est que l'écueil le plus important et sur lequel je me suis fait, donc là je vais faire un petit moment confession, sur lequel je me suis fait taper les doigts vis-à-vis de la communication scientifique, c'est la communication institutionnelle des résultats de recherche scientifique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement, puisque j'ai montré comment on tweetait, j'ai parlé des live tweets de conférences. Et là, c'est là où ça a cristallisé la méfiance des chercheurs. Pourquoi ? Parce que le métier de chercheur scientifique, ce n'est pas un métier dans lequel on navigue dans une communauté de bisounours. Il y a des nombreux cas où des résultats de recherche peuvent être exploités par d'autres équipes de recherche. Et donc, il y a un certain, même si on veut que la science soit la plus libre possible, il y a une certaine méfiance qui existe auprès des chercheurs de voir leurs résultats volés par d'autres équipes de recherche. Donc on veut que la science soit la plus ouverte possible, mais on sait que, vu que la manière de valoriser la science, c'est de publier des résultats dans des revues à comité de pairs, comité de relecture par les pairs, eh ben, on sait que, comme dit Usineur, drama is everywhere, en effet, on sait qu'il peut y avoir des vols de données, certaines équipes de recherche qui font de la rétention de données, des mauvais résultats qu'on n'a pas envie de partager au mauvais moment. Donc il y a vraiment une grosse pression pour que les résultats ne soient pas partagés n'importe comment. Ce qui nous amène... pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Je pense qu'on va arriver à la même conclusion. Ce qui amène tout simplement à qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des conférences scientifiques et que les gens présentent à des collègues des résultats en cours de réalisation. Alors, moi, bêtement, naïvement, très rapidement, moi je faisais des live tweets de conférences scientifiques à partir du moment où je me disais, si les gens proposent de parler de leurs résultats dans les conférences scientifiques, c'est qu'ils sont d'accord pour que ces résultats soient partagés au plus grand nombre. Que nenni. Il y a une sorte d'inertie de la communication scientifique, et ce qui fait que la plupart des gens, quand ils vont dans des conférences, des séminaires, etc., s'attendent à ce qu'il y ait un climat de bienveillance et de confidentialité au sein de ces trucs. Et donc, régulièrement, je partageais ne serait-ce que la diapositive d'introduction des chercheurs, et je me faisais pourrir parce que les chercheurs n'étaient pas contents, parce qu'ils disaient mais ça va pas, alors avec un certain degré de paranoïa, mais qui est totalement compréhensible. Oui, bien sûr. C'est bon. Factuellement, partager une diapositive dans laquelle le titre d'une conférence est affiché, c'est pas ça qui va compromettre les résultats, factuellement. Mais je comprends que le climat de paranoïa, pour s'être fait, pas piquer des résultats, mais voir des résultats sur lesquels je travaillais depuis des mois et des mois apparaître dans un journal par une autre équipe de recherche, c'est tellement désagréable qu'on a envie de s'en prémunir. Enfin, c'est le seul moyen de valoriser sa propre recherche. Si on ne publie pas, on peut avoir sa carrière de chercheur arrêtée. Donc c'est quand même très très compliqué. Ouais. Du coup, il y a des sortes de règles, de moyens de faire fonctionner Twitter dans des conférences qui sont mis en place, comme par exemple faire convenir au début avec une sorte d'attestation que tout le monde partage des diapositives qui sont d'accord de considérer que c'est diffusé sur le grand public, ou à l'inverse, interdire complètement que des live tweets soient faits,
ou des solutions intermédiaires dans lesquelles les gens indiquent avec une petite icône « Cette diapositive, c'est un résultat préliminaire, merci de ne pas le partager sur Twitter ». Il y a une histoire qui dit « Je comprends pas en quoi c'est gênant, tu n'as pas été cité en source ». Je pense que c'est pas tellement ça, c'est que ton étude n'était pas encore sortie quand celle de l'autre équipe est sortie. C'est ça. Et oui. La primauté d'un résultat scientifique dans la recherche fait qu'on peut arriver à publier dans des journaux plus ou moins prestigieux. Or, si on publie dans un journal moins prestigieux parce que le résultat il a été déjà en partie défloré par une autre équipe, c'est ballot. Voilà, tu l'as souligné, mais je tiens à le ressouligner, cette paranoïa, elle n'est pas complètement injustifiée, c'est important pour garantir la reconnaissance de son travail et son activité. D'où l'importance de créer une structure, de créer un cadre qui permette aux communicateurs, ou en tout cas ne serait-ce qu'aux scientifiques qui veulent live streamer, de savoir à quoi s'en tenir. Et du coup, en retransition, quadruple Axel, comment est-ce que on arrive à créer un cadre de confiance entre les communicateurs et les institutions? Alors, je t'avais posé une question avant, je vais te la reposer. Est-ce que tu penses que la proposition que tu avais faite en tant qu'enseignant, elle aurait reçu la même bienveillance de la part de l'Institut si elle était venue de l'extérieur? Une proposition de communiquer sur les activités de l'université proposées par au pif Macroscopie, parce qu'elle est merveilleuse. Moi, j'ai été contacté à titre personnel par des personnes qui voulaient vulgariser ma recherche. J'ai pas vu de problème parce que j'ai cette activité de vulgarisation. Je suis assez certain que pour ceux qui n'ont jamais eu de contact avec des vulgarisateurs, un premier contact, ça peut être largement catastrophique. Parce que les vulgarisateurs ont une certaine image je sais pas, en fait, il y a une forme de naïveté qui est cultivée pour pouvoir faire de la bonne vulgarisation, c'est-à-dire quand on explique les choses, on essaie d'aller à la base, et cette image-là inquiète énormément des chercheurs, puisqu'elle évoque aussi des résultats catastrophiques de vulgarisation dans lesquels des fausses idées sont diffusées, avec les problèmes qu'on connaît aussi, encore pire, de vulgarisateurs qui déforment les résultats pour pouvoir passer leur propre message. Alors que, comme le disait... Big up au Big Danoff, par exemple, Saberkane. Ouais. Voilà, les mots sont lâchés. Il fallait que ça tombe au bout d'un moment. De toute façon, ils étaient on sentait leur présence, autant les exorciser. Ils étaient dans leur bug. Voilà. Mais comme le disait Léa, c'est regrettable parce qu'on a on trouvait toutes les deux que les vulgarisateurs scientifiques, en tout cas sur YouTube ou parmi notre communauté, j'aime pas trop le terme de notre communauté, mais je trouve que le climat qu'on trouve sur Twitter, sur des blogs comme le tien, sur YouTube, on est plutôt avec des vulgarisateurs qui sont prêts à aller beaucoup plus loin dans l'explication de ce qui se passe que des personnes ne le feraient à la télévision, par exemple. Il y a pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, il y a une véritable volonté de plonger dans la recherche, d'aller au bout de la chose, de souligner l'importance de la recherche fondamentale. Je pense à Syllabus, à Léo Grasset, à Léa avec Avide de recherche. Ouais. Donc comment est-ce qu'on... Dites-moi, monsieur Kerner, est-ce qu'on fait pour rétablir la confiance ? Ça va prendre du temps. Mathilde Devé, par exemple, disait que les services com peuvent jouer un rôle facilitateur. C'est tout à fait vrai. Si l'institut auquel on fait partie possède un service com, c'est pas mon cas. Donc là, c'est un tout petit peu grassroots. Il faut faire avec l'équipe. En l'occurrence, nous, on a une secrétaire de direction qui est fantastique. Elle s'appelle Christine Bénichou et qui s'occupe de réaliser vraiment un lien très très fort entre les équipes et la valorisation de leurs résultats, mais c'est en partie dans ses prérogatives, mais c'est pas du tout dit qu'elle aurait à faire ça, donc c'est tant mieux. Il y a un truc dans lequel je dois parler, c'est que de plus en plus de chercheurs vont être familiarisés avec l'impact que leur publication a avec les médias à travers un outil qui va être présenté dans une prochaine vidéo de Viviane sur sa chaîne Syllabus+, un outil qui s'appelle Altmetric. Je vais passer tout de suite je pense qu'il y avait une des diapositives de ma présentation qui présentait Altmetric, si tu arrives à la retrouver. Hop.
Donc Altmetrics, c'est ça. Ouais, mais si je tape pas, vous n'avez pas la barre d'adresse. Je la cherche. Ouais, bien sûr. Oui, donc ça y est, Altmetrics, c'est une sorte de petite rosette qui apparaît dans la plupart des articles scientifiques. Et cette petite rosette montre l'impact qu'a eu telle ou telle publication scientifique sur les médias. Les médias, ça veut dire quoi? Ça veut dire les journaux, les quotidiens, c'est-à-dire Le Monde, Libération, le New York Times, etc. Toutes les plateformes de diffusion de news, les blogs, Twitter, Facebook, Wikipédia, Reddit, les vidéos YouTube, etc. etc. Alors Altmetrics est très intéressante parce qu'ils forment leur propre réseau de sources de confiance dans lequel ils cherchent justement où se trouve référencé tel ou tel article scientifique, et donc vous apprendrez tout de la manière dont c'est fait dans cette fameuse vidéo de Viviane dans Syllabus Plus. Mais toujours est-il, c'est que maintenant, pratiquement à chaque fois qu'un chercheur va chercher, je sais pas, un article sur Nature, etc., il voit cette petite rosette. Il arrivera un moment où il va cliquer sur la rosette d'un article qui l'intéresse pour pouvoir voir quel était son impact, comment c'est diffusé. Il y a vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Et il est très très probable aussi que des chercheurs vont commencer à regarder l'impact médiatique de leur propre recherche. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une question d'ego, il y a une question d'intérêt, de curiosité, qui va être associée à sa propre recherche. Savoir qui me lit au final. Est-ce que c'est que des chercheurs ou est-ce que ça va être le grand public qui parle de ma propre recherche? Et grâce à ces outils qui ont nécessité des innovations dues au Web 2.0 et d'autres astuces de ces fameuses startups comme Altmetrics qui permettent de voir le lien entre médias et articles scientifiques, eh ben, je pense que de plus en plus, des chercheurs vont chercher à savoir comment leurs études est perçue par le grand public. Et ça va faire qu'ils seront peut-être plus enclins à accepter des communications avec des vulgarisateurs. Puisque ça se verra à ce moment-là sur Altmetrics. Je pense que Viviane en parlera, mais j'imagine que c'est un outil qui est quand même à double tranchant, puisque l'appât de la médiatisation peut donner lieu à des dérives. Raoul, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Du coup, moi je vais revenir à cette proposition, alors après on verra ce que ça donne, mais est-ce que c'est pas plus intéressant? Alors, c'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut vraiment former les scientifiques à la com? Est-ce qu'il faut les inciter à faire leur communication elles-mêmes? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux passer par des communicants, dont c'est le métier, pour éviter justement la dérive des scientifiques qui vont vouloir peut-être avoir des résultats un peu plus exceptionnels ou qui vont avoir recours à certaines solutions? Je ne mets absolument pas en question leur intégrité, hein, mais il y en a, pour faire passer leur étude sur le devant. Je pense que, quoi qu'il arrive, il est illusoire d'envisager que tous les chercheurs sont bons à la communication scientifique. Et c'est la première chose que je dis, quoi qu'il arrive, c'est la communication scientifique d'un chercheur devrait être faite sur la base du volontariat, mais du volontariat éclairé. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, même si tous les chercheurs scientifiques ne sont pas faits pour la communication scientifique, la manière de s'en rendre compte, c'est de tester. Donc, je pense que oui, il est nécessaire que, quoi qu'il arrive, des chercheurs soient formés à la communication scientifique, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour savoir s'ils sont bons en communication scientifique ou pas. Donc, moi, je milite pour qu'il y ait des formations qui soient faites auprès des enseignants-chercheurs, des chercheurs, pour tester un tout petit peu Twitter, la communication scientifique, comprendre comment ça fonctionne, quoi qu'il arrive. Donc, même si je suis d'accord, tous les chercheurs ne feront pas des bons communicateurs scientifiques, je reste persuadé qu'il faut quand même l'enseigner. Je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne que les scientifiques pour parler de science de toute façon, et s'ils peuvent être formés à le faire et à faire un pont, c'est d'autant plus intéressant. J'allais dire un truc et puis c'est complètement sorti de l'esprit, donc je t'en prie. Non, mais je rebondis sur genre il n'y a pas de meilleure personne pour pouvoir parler de science. Je ne suis pas d'accord. Je pense que malheureusement, si un chercheur scientifique peut donner
dans quelques occurrences, des fantastiques communicateurs scientifiques, parce qu'ils sont très près de leur science. J'ai rarement vu de meilleurs vulgarisateurs et de communicants scientifiques que des gens dont ce n'était absolument pas le métier et la perspective, puisqu'ils reprennent de base tout, et tout est important pour comprendre, tout en ayant un lien avec le public, c'est-à-dire l'incompréhension latente qu'il y a de n'importe quelle recherche scientifique. D'ailleurs, les plus grands vulgarisateurs scientifiques, je pense à Carl Zimmer, Ed Yong, etc., ce sont pas des véritables chercheurs, ce sont avant tout des journalistes scientifiques qui ont une formation, mais qui n'ont pas baigné complètement dans la recherche scientifique. Non, on est d'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'un chercheur est le plus à même de parler de sa recherche pourvu qu'il soit un bon communicant, c'est-à-dire que c'est lui qui va en connaître tous les recoins, mais effectivement, il n'a pas ce recul qu'un merveilleux Ed Yong pourrait avoir et la même capacité de vulgarisation. Et ça se trouve, le truc, on a tellement rapidement le nez dans le guidon dans la recherche scientifique que même le chercheur scientifique qui connaît le mieux ses résultats ne s'apercevra pas que quand il parle de tel ou tel sujet en utilisant un jargon très spécifique, le grand public entendra complètement quelque chose de complètement autre. Il y a une vidéo que partage souvent Jean-Marc Galland, qui est un bon communicant scientifique au passage, qui montre comment un chercheur en sociologie parlait pendant 20 minutes dans une conférence de reproduction. Et à la fin, au moment des questions, il y a quelqu'un qui lève la main et qui fait « Mais je comprends pas, quel est le rapport avec la sexualité dans tout ce que vous dites ?» Et lui, il dit « Ah ben non, mais depuis tout à l'heure, moi je parlais de reproduction sociale. » Et donc, voilà, c'est ballot. Mais alors que c'est la meilleure personne pour parler de son sujet, d'avoir nez dans le guidon ne peut pas permettre de se rendre compte des écueils classiques du vocabulaire jargonneux, etc. Il y a Way the Sun qui demande est-ce qu'il existe des ressources pour un étudiant qui souhaite s'intéresser à la vulgarisation et à la communication scientifique, autre que d'en lire beaucoup. Oui, je recommande par exemple, si vous êtes un tout petit peu anglophone, de lire ou de suivre des formations par de grands vulgarisateurs scientifiques. Je pense à Ed Yong et Carl Zimmer pour tout ce qui est rédaction écrite, qui sont vraiment le meilleur. La chaîne Syllabus Plus maintenue par Viviane, qui est une sorte de ressource incroyable pour pouvoir faire ses premières vidéos. Et de manière générale, contacter des vulgarisateurs, comme par exemple les membres du Café des Sciences. On a un Discord dans lequel, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet, quoi. Alors, je pense pas que l'information soit sous embargo. Non, mais en fait, je vais pas le dire. Des fois que l'info soit sous embargo, mais voilà, je sais qu'il y a un journal qui travaille actuellement sur un manuel qui parle de communication scientifique sur lequel collabore Élodie Chabrol. Donc éventuellement, si l'info est pas sous embargo, n'hésitez pas à aller lui demander. Désolée, Élodie. Et elle vous donnera l'information. Oh, de savoir qu'Élodie Chabrol travaille sur un sujet de vulgarisation, c'est bon, je pense que... Ah oui, et la boîte à curiosité, Marie mentionne quelque chose de très très bien fait. En effet, il y a un petit guide du vulgarisateur galactique, pour être précis, qui existe sur le site du collectif Conscience et qui est très très utile, en effet. Super. Est-ce que... Emalix... oui, je valide. Est-ce que tu penses qu'il serait bénéfique de créer une entité de prestation de services qui ferait le relais entre les communicateurs scientifiques et les institutions où on n'y est pas du tout pour l'instant ? Ah si, moi je pense que ce serait très 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 important. D'ailleurs, je pense que à terme, c'est éventuellement la reconversion de carrière que j'envisagerais pour moi si jamais ça existait. C'est-à-dire que j'adore ma recherche, c'est vraiment quelque chose de passionnant, mais je sais que je m'investis beaucoup plus dans la vulgarisation et dans l'enseignement. Donc transmettre la manière de communiquer de manière efficace, ce que je fais déjà pour des étudiants avec mon projet Culture biologique numérique, je sais que ça fait partie des choses qui m'intéressent, quoi. Donc je pense que les instituts... Alors, ça fait du coup très, très biaisé comme opinion, mais je pense que les instituts devraient favoriser ce genre d'organes ou de manière de faire. Le problème, ça va être toujours l'argent. C'est-à-dire qu'il faut envisager
La plupart des instituts veulent que ça soit fait totalement gratuitement, c'est-à-dire que le chercheur fasse ça et puis sur son temps libre, quoi. Ah oui, non, mais là, clairement, on a un souci. On est justement en train de parler de la façon dont on peut structurer une collaboration. Donc ça veut dire soit recruter en Voilà. interne, soit avoir recours à des prestations de services. Mais clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Le fait qu'on soit encore sur de la gratuité prouve que l'importance de la vulgarisation n'a peut-être pas encore été complètement saisie par certaines Pour, institutions, je pense. pour moi, ce serait de faire vraiment le lien entre culture et le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui permettrait de débloquer ça, quoi. C'est vraiment d'envisager que la vulgarisation, c'est une activité à la fois de vulgarisation scientifique, donc de l'enseignement, mais une génération de produits culturels. Dès qu'on aura vraiment entériné cette idée-là, il y aura plusieurs ministères qui seraient intéressés de développer ça et peut-être que ça donnerait des choses intéressantes, quoi. Bien dès on entérine, ça va être bien. Il reste 5 minutes. Est-ce que tu veux soulever encore d'autres choses par rapport à ce sujet ? Je pense qu'on a été très très naïf et positif. Oui. On n'a pas du tout parlé des écueils de la vulgarisation. Ça dépend un peu de mon activité, ça généralement, enfin c'est mon tempérament, je suis très 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 positif, mais il faut être bien conscient qu'il y a énormément de problèmes liés à la vulgarisation. Comme le disait Mathilde V, une structure pour protéger les vulgarisateurs. En effet, pour l'instant, c'est pratiquement tous des freelance. C'est pas une occupation qui est pérenne, facilement engageable, et pourtant de plus en plus d'étudiants sont sont intéressés par la vulgarisation scientifique. Donc, il va falloir trouver une manière de vraiment considérer que c'est un métier, que c'est une activité qui est importante. Et le lien entre recherche et public, on n'a pas du tout évoqué les problèmes qui existent. Si aujourd'hui on vit une période dans laquelle on a autant de personnes qui sont sceptiques des vaccins, etc., c'est qu'il y a eu un problème de communication entre la recherche et le grand public. Et je suis pas sûr que juste communiquer soit la solution. Il faudra peut-être être beaucoup plus fin, beaucoup plus pédagogue, engager des sociologues, des psychologues pour pouvoir véritablement comprendre et éviter des problèmes vis-à-vis de ça, quoi. C'est très bien dit, je pense. Et pour ce qui est des vaccins, alors je vous retrouverai le lien et je vous l'enverrai. Il y a quelqu'un qui avait fait une super vidéo justement sur l'une des sources présumées, en tout cas très probable, de cette méfiance, qui parlait de l'étude qui avait été bidouillée justement à des fins purement pécuniaires. Wakefield, c'est ça ? L'étude de Wakefield ? Oui. Ouais, d'accord, ok. Il y a eu un super épisode qui a été fait là-dessus. Il faudrait que je retrouve la chaîne à laquelle je suis abonné, mais qui ne produit quasiment rien. Donc voilà. Je vous enverrai le lien. Ah d'accord. Super, c'est cool. Est-ce que tu as des projets dont tu voudrais nous parler avant qu'on termine ? Eh ben écoute, le projet le plus récent là, c'est la vidéo à laquelle j'ai collaboré avec Viviane de Syllabus qui va expliquer Altmétrique. Je vois qu'il y a quand même pas mal de gens du Café des Sciences qui font partie des viewers ici. C'est la vidéo que vous devez regarder. C'est genre la vidéo qui va vous changer votre manière de faire de la vulgarisation, c'est de comprendre comment fonctionne Altmétrique. Oui. Voilà, donc je la partagerai, je la repartagerai, je la re-repartagerai. Culture biologique numérique, mon projet d'étudiant, donc va publier 3 billets coup sur coup pendant le mois de mai et qui va culminer par un live Twitch qui aura lieu sur cette même chaîne dans lequel ils vont vous proposer une découverte d'animaux étranges dans un live qui s'intitule Stranger Species. Donc on se donne rendez-vous le 26 mai pour pouvoir voir cet événement de renommée mondiale. Vous allez voir que leur qualité de vulgarisation est inégalée, c'est complètement incroyable. Vraiment une promo de ouf. Et moi, du coup, je bosse à quelques projets de vulgarisation, essentiellement de la rédaction, c'est-à-dire des livres, peut-être un projet BD. On va voir, voilà. C'est cool. Donc on peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, où tu es où tu es fort actif et vous allez pouvoir découvrir plein de bestioles extraordinaires que moi je me mets en marque-page, j'attends 1 an, puis ensuite je les reposte comme si c'était moi qui les avais trouvées. C'est le moment confession, désolé. Oh là là, joli. Non mais je comprends, on a tous ces ressources comme ça qu'on exploite.
C'est C'est une ça, très bonne je suis idée. désolée. Et Non, je suis ravi, d'ailleurs. give credit where it's due. Je devrais le faire plus souvent, je suis navrée. Non, t'inquiète. Strange Stuff and Fun Things a 11 ans, ce qui est exceptionnel, et il est toujours alimenté. N'hésitez pas à vous rendre sur le site, il est exceptionnel, il est drôle, il est instructif, il est interactif. Moi, je recommande de s'abonner à la chaîne de Pierre des fois qu'il produise quelque chose, parce que à chaque fois qu'il le fait, c'est une super surprise. Donc des fois qu'il ait la motivation, allez quand même vous abonner, on sait jamais. Voilà. Comme tu le dis, on a vraiment juste effleuré la surface, et ça aurait été chouette de pouvoir discuter de tous les pendants et les aboutissants, mais tu nous as déjà apporté beaucoup pendant ce live. C'était super intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a les pieds à la fois un pied dans la vulgarisation et un dans le milieu académique. Donc merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Ouais. Bah, c'était Ça m'a chouette. vraiment fait plaisir. Chouette. Et merci à tous. Alors, le programme de la chaîne Twitch peut se trouver sur le site Twitter du Café des Sciences. Tu peux le trouver sur Science en Live et sur le Twitter du Café des Sciences, tout à fait. Sur Twitter. Tout à fait. Alors, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qui nous succède ? On a... C'est le collectif Conscience qui nous succède. Si je ne me trompe point. Si je ne me fourvoie point. On a Dis-nous tout à 18h, en effet du collectif Conscience, et 21h, la consulte. Eh ben, voilà. Vous savez tout. Il est merveilleux, ce Pierre. Il communique 1000 fois mieux que moi sur mes lives. Je pense que je vais te passer le relais. Non, trop de Absolument projets. Merci encore. Et puis, qui sait, peut-être qu'on fera un autre stream pour parler un petit peu plus en détail de tout ça. Avec plaisir. Et surtout, ne ratez pas la prochaine avec Marie de la boîte à curiosité pour absolument pas lui foutre la pression. Si vous avez aimé le Jaif avec, avec Pierre qui porte un costume de poisson, c'est le travail de Marie. Donc venez la découvrir lundi, on va parler des costumes et de la façon dont elle utilise l'humour pour véhiculer les sciences. Bisous Marie. Merci à tous, merci beaucoup Pierre. Et puis à lundi. Ok, ciao.